Je m'appelle Sabine Fous et je travaille à l'Institut Mercator de recherche sur le patrimoine commun et le changement climatique de l'Université Potsdam de Berlin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le concept d'élimination du dioxyde de carbone. Nous allons montrer pourquoi c'est important et énumérer les différentes approches et tout en présentant les défis que cela présente en termes de gouvernance. Je vais d'abord vous montrer un graphique pour les responsables des politiques du dernier rapport du GIEC sur le réchauffement climatique de 1,5, où l'on envisage différents profils d'évaluation qui permettraient d'atteindre le réchauffement à 1,5 degré en 2100. Ces trajectoires sont diverses, mais partagent deux caractéristiques. Tout d'abord, une réduction drastique des émissions immédiates. Et il y a un point de bascule très rapide à partir duquel il y a une chute radicale qui permet d'atteindre un niveau d'émission nette en 2050. Et ici, nous voyons les lignes rouges qui marquent où seraient les émissions s'il étaient remplies les contributions au niveau national, c'est-à-dire les engagements pris par les différents pays dans le cadre de l'accord de Paris en 2030. Dans ce cas-là, eh bien, il y aurait entre 52 et 58 gigatonnes de CO2 par an, et ce qui n'apparaît même pas dans ce graphique et qui est le double de ce qui est envisagé en moyenne dans les profils qui sont compatibles avec l'objectif de 1,5 degré de réchauffement climatique, ce qui montre clairement le grand défi auquel nous sommes et des efforts que nous devons déployer pour réduire les émissions dans cette première moitié de siècle. La deuxième caractéristique commune à tous ces profils d'évolution sont que tous descendent en dessous du niveau zéro qui est illustré par la ligne rouge sur le graphique, plus ou moins dans la deuxième moitié du siècle, et même certains profils envisagent de descendre en dessous du zéro avant la moitié du siècle. Il est possible d'avoir recours à des émissions négatives pour compenser, par exemple, les émissions résiduelles, celles dont il est difficile de se débarrasser, comme celles qui peuvent être liées à la production de produits alimentaires. Et on peut aussi avoir recours à des émissions négatives pour compenser les émissions de CO2 qui dépassent la limite établie. On peut émettre une certaine quantité de CO2, mais dans ce qui est compatible avec l'objectif de 1,5 degré, mais s'il y a un dépassement, les émissions sont plus importantes. Eh bien, il faut avoir recours à une élimination du CO2, des émissions négatives de façon beaucoup plus radicale pour pouvoir compenser ce dépassement qui est illustré en gris sur le graphique. Je vais vous montrer un autre graphique du rapport des Nations Unies sur les inégalités et les émissions en 2017. En rouge, nous avons une ligne qui montre la trajectoire compatible avec l'objectif des 2 degrés. Dans ce cas, on obtient le niveau zéro et le niveau négatif à la fin du siècle. C'est-à-dire que, comme je le disais, on peut avoir recours à l'élimination du CO2 pour compenser ces émissions résiduelles. En bleu clair, vous voyez les émissions négatives qui commencent avant la moitié du siècle, vers 2030, et qui augmentent considérablement jusqu'à 2100. C'est un graphique qui en dit long et qui montre quelque chose qui n'est pas visible quand on a simplement des émissions nettes. Dans ce résumé pour les décideurs politiques du rapport spécial du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degré, ils sont également montrés les niveaux d'ambition de tous ces profils qui sont compatibles avec l'objectif du 1,5, qui dans un premier moment envisage une descente rapide
des émissions, puis une grande quantité d'émissions négatives de la deuxième moitié du siècle. Mais toutefois, il y a beaucoup de flexibilité. Certaines hypothèses parlent d'un besoin d'émissions négatives beaucoup plus faible que celui d'autres profils. Et cela se voit dans les 4 graphiques que nous avons sur cette diapositive. Ce sont différents profils qui partent d'hypothèses distinctes sur la réduction des émissions et le besoin d'émissions négatives et d'élimination du CO2. Dans le P1, en voyant qu'il y a une réduction radicale des émissions qui se fait rapidement avec des changements dans notre style de vie et en réduisant drastiquement les émissions de l'activité humaine. Et toutefois, dans le graphique P4, à l'autre opposé, nous avons une trajectoire dans laquelle il y a un moindre réduction et donc il faut avoir recours au CO2. Comment éliminer le CO2 de l'atmosphère? Nous allons voir ce qu'il en est du changement climatique. Nous utilisons des combustibles fossiles que nous extrayons de formations géologiques, on le brûle et on émet du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui provoque le réchauffement climatique. Dans la bioénergie, ce que l'on fait, c'est qu'on élimine le CO2 de l'atmosphère grâce à la photosynthèse, avec une certaine quantité de biomasse supplémentaire qui se génère, qui crée, mais quand on utilise cette biomasse, on libère à nouveau du CO2 dans l'atmosphère. Et même si ce procédé était complètement durable et efficace, on aurait au mieux la neutralité carbone. Dans la solution C, nous voyons le captage et le stockage de carbone avec des combustibles fossiles, on brûle, mais le carbone qui est libéré n'est pas émis dans l'atmosphère, mais il est à nouveau capté dans des formations géologiques. Et je répète que si tout fonctionnait bien, on attendrait un équilibre d'émissions nettes de 0, ce qui est peu réaliste car finalement il y a toujours des pertes et donc il y aura encore des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Dans le graphique D, on voit la combinaison de bioénergie avec le captage et stockage de carbone. Et là, il y aurait une élimination du CO2 de l'atmosphère, car nous aurions une élimination du carbone grâce à la biomasse et qui émettrait du carbone que l'on capturerait et stockerait dans de nouvelles formations géologiques. On peut aussi avoir des émissions de carbone en le captant directement dans l'air et dans le stockant dans des formations géologiques. Et on peut avoir affaire à la météorisation des roches qui normalement se fait de façon lente et qui contribue au captage du CO2 à travers une réaction chimique. On pourrait donc le capturer de façon permanente dans une formation géologique. Et enfin, dans le graphique au-dessous, on voit une autre alternative qui est comme le reboisement qui cherche à améliorer donc les milieux naturels. Il y a d'autres pratiques qui améliorent les coûts, mais je ne peux pas donner des précisions, mais je suis vraiment ravie de répondre à vos questions. Et donc, nous allons arriver au coût potentiel de toutes ces alternatives et on voit le résultat de différents résultats et études qui montrent que chacune de ces technologies costerait. Les études publiées nous montrent que le captage et le stockage du carbone directement dans l'air est l'option la plus coûteuse. La meilleure, c'est la météorisation qui est dans un point médian et il y en a qui sont beaucoup plus connus et pour lesquels nous avons plus d'expérience comme le captage, le stockage dans le sol, le reboisement, le changement des pratiques agricoles. Toutes ces alternatives sont les moins coûteuses.
elles ont toutes un gros potentiel, mais il y a une contrainte qui est que le potentiel de chacune de ces alternatives ne s'ajoute pas à celui des autres, car elles vont se disputer les ressources. Il y a beaucoup d'études réalisées pour essayer de profiter du plus du potentiel de chacune de ces alternatives avec les ressources qu'elles ont, mais elles se disputeraient les ressources. Si par exemple j'ai planté des arbres pour capturer du CO2 dans les intérêts disponibles, eh bien, je ne peux pas avoir ce terrain pour la biomasse. Et donc, c'est un exemple qui illustre que le fait que les potentiels ne s'ajoutent pas les uns aux autres. Il y a une comparaison entre les différents effets secondaires, les conséquences de chacune de ces alternatives et pratiques. Je ne peux pas m'étendre sur ce sujet, mais il faut voir que toutes ces alternatives ont ses avantages et ses inconvénients. Si par exemple on prend le reboisement, on voit qu'il y a beaucoup d'études qui montrent ce que je viens de dire, à savoir que si nous plantons des arbres, nous avons besoin de plus de terre et donc il peut y avoir des contreparties en termes de durabilité. Par exemple, la petite grenouille montre que les objectifs de diversité biologique cherchent à maintenir un grand niveau de diversité biologique, ce qui peut être diminué par des grandes monocultures d'arbres pour capturer du CO2. Cela peut aussi avoir des conséquences en termes de sécurité alimentaire pour pouvoir alimenter une grande partie de la population. Et enfin, ça peut avoir des conséquences sur l'albédo, car si on change la capacité de réflexion de la Terre dans l'hémisphère nord, il peut y avoir une compensation ou des effets négatifs en termes de température. Il y a des études qui montrent aussi les avantages du reboisement en termes de qualité du sol, des sols. Et ce que vous voyez dans le petit cercle bleu dans le graphique, bon, et comme je vous disais, je ne peux pas vraiment m'étendre sur toutes ces options, mais j'aimerais préciser que toutes ces alternatives ont leurs propres avantages et inconvénients. Il y a une série de contreparties qu'il faut tenir compte, et cela se traduit par des défis en termes de gouvernance. Il faut garder en tête la durabilité, savoir quelles sont les conséquences de ces alternatives pour profiter au maximum de leurs effets positifs et minimiser tous les aspects négatifs. Par ailleurs, il y a des défis qui sont liés à l'élargissement de l'application à grande échelle de ces options. Et dans cette diapositive, j'ai fait il y a une comparaison grossière qui n'est pas basée sur une grande base scientifique, mais qui en dit long sur l'illustration du défi auquel nous faisons face. Par exemple, pour l'atténuation, on a beaucoup étudié l'énergie photovoltaïque. La première fois que ça a été appliqué de façon commerciale, c'était en 1957, et les coûts se sont réduits en 2017, et donc il reste encore des années pour que ce soit adopté à l'échelle mondiale. Si on compare ça avec le captage et le stockage du carbone, on voit qu'en 2017, c'est la première fois que ça a été appliqué de façon commerciale, et donc il faudrait attendre la fin du siècle pour que ce soit une technologie qui puisse être adoptée largement. Et c'est-à-dire qu'il faudrait accélérer ce processus, le multiplier par 4 pour qu'il soit utile pour atteindre nos objectifs, ce qui suppose un grand défi. Il y a un autre élément qui fait partie des évaluations dont je vous ai appelé jusqu'à présent et qu'il faut mentionner, c'est l'utilisation du CO2 de je vous ai parlé, avec une piste très prometteuse
C'est-à-dire que dans ce cas-là, le CO2 n'est pas considéré comme un résidu, mais comme un recours qu'on peut utiliser pour fabriquer des produits et qui pourrait finalement réduire le coût de ces technologies alternatives d'élimination du CO2. Et ça peut également apporter le développement de technologies dans le captage et le stockage du carbone. Et on peut aussi avoir une matière première plus économique. Mais l'utilisation du CO2, elle n'implique pas spécialement que l'on va éliminer des émissions ou de réduire ces quantités d'émissions de l'atmosphère. Mais car si nous élaborons des produits avec une énergie qui n'est pas décarbonée, eh bien, il va y avoir une réduction d'émissions et on peut même augmenter les émissions d'autres gaz à effet de serre. Dans le cas, par exemple, des engrais, ou même on peut réduire les émissions sans besoin de les éliminer de l'atmosphère. Par exemple, les combustibles synthétiques réduisent les émissions, mais ces émissions qui sont utilisées sont à nouveau libérées rapidement. Donc, il y a peu d'alternatives quant à la biomasse et au captage et stockage qui se traduisent par une élimination de carbone. La plupart sont des alternatives qui atteignent un niveau d'émission nette de 0. Donc, il faut vraiment prôner des alternatives qui non seulement réduisent, mais éliminent le carbone. Et pour cela, le décès n'est pas nécessairement la solution. Et pour relever les défis de gouvernance, il est clair qu'il va falloir des institutions fiables qui puissent créer un cadre de gouvernance stable et efficace au fil du temps et partout, car les répercussions de ces technologies se feront se faire sentir partout dans le monde. Il faut prendre en compte les différentes contreparties et les intérêts différents. Et aussi le défi que pose l'application de ces alternatives à grande échelle sans diminuer la durabilité. Par ailleurs, il faut voir comment évoluent les puits de carbone, car que ce soit en augmentant la masse forestière ou en choisissant d'autres alternatives. Si on donne la préférence au reboisement, le carbone peut se libérer vite s'il y a des incendies, c'est-à-dire qu'il faut un bon système de gouvernance pour aborder toutes ces questions et surtout pour faire face à la permanence. J'aimerais terminer en soulignant que, en faisant un commentaire plus général, nous avons besoin non seulement de penser à la quantité de carbone que nous allons éliminer, mais aussi à la façon de l'éliminer. Et c'est une décision qui incombe à la société. Donc, il faut des mécanismes qui permettent qu'il y ait des débats sur la question et qui prennent le point de vue de tout le monde. Merci beaucoup pour votre attention.